Bien, bon, je vais commencer par remercier donc les organisateurs du colloque de m'avoir sollicité donc pour faire cette intervention. Eric et puis Jacques aussi et l'ensemble des équipes d'organisation. J'ai souvenir qu'il y a assez longtemps, on avait fait ici une séquence sur peut-on enseigner une culture corporelle. C'était en 95. On avait déjà donc des préoccupations autour de nos corps, on va dire, et des corps des autres. Et donc je remercie Bernard d'avoir chauffé la salle. Et je vais dire que j'ai essayé de traiter une question un peu plus, on va dire, terre à terre. Puisque je vais m'intéresser à une question qui est devenue une question de santé publique, en fait une sorte de priorité de santé publique, qui est la question de l'obésité. Puis je vais surtout poser des questions d'ailleurs autour de cette affaire, parce que vous m'entendez pas? Je me rapproche de la machine, là ça va mieux. Je vais surtout poser des questions par rapport à mes interrogations qui portent surtout sur la dimension en fait massive de ce processus, sur cette dimension collective ou sur la dimension de la mondialisation en quelque sorte de ce processus de diffusion de l'obésité, qui est à la fois donc on va dire un phénomène, un macro-phénomène, mais qui touche, on va dire, l'intimité de chacun, la dimension intime et corporelle de chacun. Et donc j'essayerai d'avancer quelques pistes, en tout cas de poser des questions et puis d'avancer des hypothèses, on va dire, des hypothèses, mais pas sous des formes affirmatives, plutôt sous des formes interrogatives, on peut dire. Alors, j'ai posé comme titre ça parce que je m'étais dit que c'est une question tellement paradoxale, enfin il y a tellement de paradoxes en fait autour des travaux qui ont été menés sur l'obésité, que je me suis dit qu'il fallait poser des questions comme ça, questions sur la transmission des maladies non transmissibles. Parce que bon, l'obésité c'est une chose, et puis autour il y a tout un tas de configurations qui concernent ce qu'on appelle donc les maladies non transmissibles, qui concernent donc des maladies, on pourrait dire, qui sont nouvellement rangées dans différentes catégories. Donc il y a les maladies chroniques, mais dans les maladies chroniques il y a celles qui sont infectieuses, celles qui ne sont pas, et puis non transmissibles. Je trouvais ça tellement étrange comme terminologie pour parler d'une maladie entre guillemets épidémique, que je me suis dit que c'était une bonne façon de rentrer dans la thématique, parce que en fait c'est un phénomène qui interroge beaucoup de dimensions. Donc je ferai juste une intervention en 4 temps. D'abord je parlerai de la question de cette pandémie, entre guillemets, de maladies non transmissibles, parce qu'au-delà d'une épidémie, il y a des auteurs qui proposent le terme de pandémie. Après, j'essayerai d'expliquer en quoi cette question, en fait, est pratiquement un cas d'école, ou considérée comme un cas d'école, ou un cas extraordinaire, une sorte d'idéal pour penser donc, les sciences du comportement, au sens large. Après, dans une logique un peu paradoxale, ou un peu aussi rigolote, même si après Bernard c'est dur d'être rigolo. Je dirais que Václavic avait fait un bouquin qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelait donc Faites votre malheur vous-même, qui était un petit manuel sur comment se mettre dans des situations qui peuvent nous rendre très malheureux, avec très peu de principes directeurs, quoi, donc facilement. Et donc je pense là c'est aussi intéressant de poser la question dans ce sens-là, comment devenir obèse, pour dévoiler un peu un certain nombre d'éléments, on va dire, de représentation collective, et puis de ce qui est également masqué en fait. Puis je terminerai par des questions autour des significations. J'ai formulé comme ça: la pandémie d'obésité a-t-elle un sens? On verra ce qu'on peut en dire. Alors, donc, une pandémie de maladies non transmissibles. Bon, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu pas mal de travaux sur ces questions, c'est le moins qu'on puisse dire, dans tout un tas de disciplines d'ailleurs,
et que nous, on s'est beaucoup intéressé à la construction sociale des catégories, en fait, du surpoids, de l'obésité, la façon dont c'était défini, construit. Et puis, on peut dire que Vigarello, qui a fait un ouvrage donc, qui s'appelle... J'ai amené 2 ouvrages. L'ouvrage de Vigarello, Les métamorphoses du gras, histoire de l'obésité, qui nous rappelle que dès le début du XXe siècle, on a commencé à faire rentrer à l'intérieur du domicile un nouvel outil, le pèse-personne, dans la chambre de chacun. Donc c'est une affaire qui date quand même un petit peu. Et puis l'ouvrage donc de Bernard Andrieux qui s'appelle Rester beau, qui est articulé en fait sur cette question de se peser tous les matins quand on se lève à jeun et dans le plus simple appareil. On peut dire qu'au début, quand on a commencé à appréhender ces questions du point de vue de la santé publique, on considérait l'obésité comme un facteur de risque, les médecins savent parfaitement ça, et qui a été dans un premier temps, ce facteur de risque identifié dans une problématique assurantielle. Donc ça avait à voir avec des problèmes financiers. C'est-à-dire comment on fait pour traiter la prise en charge économique du développement, on va dire, des maladies cardiovasculaires, du diabète, etc., etc. Qui était donc lié au phénomène de la montée de l'obésité, entre autres, et donc finalement qui posait la question de qui doit payer. Bon, ça c'est surtout des questions évidemment que les Américains ont mis sur le devant de la scène, c'est des spécialistes de ce genre de questionnement autour de la santé. Qui doit payer ? C'est aussi des spécialistes de l'obésité, les Américains, même si aujourd'hui il y a un certain nombre de pays qui tendent à les rattraper. Bon, à cette époque-là, on va dire qu'il y avait déjà des tentatives de traitement qui impliquaient la psychiatrie, tout ce qui concernait la diététique, la nutrition, la psychologie comportementale et cognitive, ou les approches psychanalytiques également. Et puis progressivement aussi la question de l'intervention chirurgicale. En tout cas, on a construit progressivement l'obésité comme un problème médical, ce qui n'était pas tout à fait le cas auparavant. Et précisément, c'est en 90 que l'obésité va rentrer donc dans la nosographie de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire dans la classification internationale des maladies. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on a construit collectivement au niveau international donc, des critères, donc, en l'occurrence quantitatifs, de définition de l'obésité, puisque l'obésité est à partir de ce moment-là définie donc, par un indice de masse corporelle, ou un BMI en anglais, qui sera égal ou supérieur à 30. Et donc on passe d'une définition, on va dire, qualitative de l'obésité qui est un excès de graisse qui a on va dire, des conséquences un peu pathologiques, à une définition quantitative. Donc on formalise des catégories comme ça en termes de comptabilité, puis on crée au niveau international l'Obesity Task Force en 1995, qui est donc un dispositif d'intervention radicale le plus possible donc, pour lutter au niveau international contre cette question. Donc il y a un problème de prévention et de gestion de l'épidémie globale qui est présenté donc, dans les années 97 dans un rapport donc, de l'IETF comme la première épidémie non infectieuse de l'histoire. C'est intéressant à l'intérieur de cette logique de présentation donc, de cette épidémie non infectieuse. On met en place des liens donc, entre génétique et environnement et on essaye de comprendre comment progressivement donc, ce problème de poids est devenu un problème majeur. En même temps, en 98, il y a une transformation un petit peu des définitions quantitatives des catégories, c'est-à-dire le surpoids était défini à tel BMI, en particulier je crois que c'était 23 pour les 0,3 et 27,6 pour les hommes, 27 pour les femmes, 27,6 pour les hommes. Et après 98, on change un peu les balises on va être de la catégorie, vous voyez. Et donc le surpoids devient donc la catégorie qui va entre 25 et 30. Assez rapidement, ça fait monter le nombre de personnes en surpoids quand on fait les calculs. Donc ça devient... il y a un effet donc, de massification, puis il y a des études qui commencent à faire des comptabilités, parce que c'est un des enjeux de l'OMS, de pouvoir rendre compte en fait, des réalités au niveau international. Et puis ces études montrent que en fait, le surpoids
et l'obésité donc deviennent une véritable pandémie, c'est-à-dire qu'en fonction des travaux et des remontées, on va dire, des chiffres, on déclare qu'il y a entre 50% et 66% de la population mondiale qui est touchée par le surpoids ou l'obésité. C'est les travaux de Balco en 2007. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus, bien sûr. Ça veut dire que donc on arrive à une situation où l'Organisation mondiale de la santé donc constate, en ayant elle-même construit les catégories pour le dire, bien sûr, que plus de la moitié de la population mondiale est malade, en quelque sorte, ou en voie de le devenir. Ce qui, évidemment, a été interrogé par les sociologues, bien sûr, en particulier par Poulain, et puis par des anthropologues qui s'intéressent à la question de savoir comment, évidemment, on peut penser un corps gros ou gras comme un corps malade, et qu'est-ce que ça signifie, on va dire, pour la société ou les sociétés qui produisent cette façon de voir. Alors, quand je dis les sciences du comportement, à la suite de ça, on se met en ordre de marche en quelque sorte, parce qu'il faut réagir. Il y a une sorte d'obligation à la réaction. Et puis, on mobilise donc toutes les sciences qui peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre, on va dire, à la tentative de résolution de cette épidémie, sachant que tout le monde est d'accord à peu près sur le fait que c'est une pathologie, entre guillemets, donc plurifactoriel, multifactoriel, enfin on le dit comme on veut. En tout cas, dans tous les cas, il y a des tas de déterminants. Et donc, il y a des tas de déterminants, mais en dernière analyse, il y a quand même quelque chose qui est directement impliqué, c'est le comportement de chacun. Alors, du coup, les sciences du comportement, au sens où Georges Devreux les développe, qui, dans son ouvrage majeur en fait pour réfléchir à ça, qui s'appelle les sciences de l'angoisse à la méthode dans les sciences du comportement. En fait, ces sciences du comportement sont à l'épreuve donc de la coordination de leur savoir en quelque sorte, ou de la concurrence de leurs modèles, puisqu'on va utiliser des modèles génétiques de l'obésité, on va mobiliser des modèles biologiques, physiologiques, métaboliques, des modèles psychologiques bien sûr, et de tous les courants de la psychologie, des modèles sociologiques, des modèles économiques, des modèles anthropologiques ou écologiques, comme dirait mon éminent collègue qui est passé avant moi, ou des modèles, des analyses aussi historiques, comme M. Vigarello. Mais tout ça reste un peu dispersé en quelque sorte, même s'il y a des tentatives d'articulation qui sont menées. Il y a à la fois des analyses sur la production et la reproduction donc, de cette épidémie qui porte sur, mobilise par exemple la théorie de l'habitus de Bourdieu, sur les dispositions donc socialement construites, qui créent les conditions en fait de l'adoption d'un comportement qui serait propice et puis qui sont particulièrement caractérisés par un habitus populaire, puisqu'on a montré qu'il y a pratiquement 4 ou 5 fois plus de chances, entre guillemets, de devenir obèse quand on vient des catégories populaires que quand on vient des catégories sociales favorisées, en tout cas en Europe. Il y a aussi des modèles génétiques, même si en fait la plupart des travaux semblent dire qu'il y a autour de 4 à 5% des obésités qui peuvent être expliquées par des facteurs génétiques, mais on parle là aussi de prédisposition, on va dire, génétique, en quelque sorte. Et puis, il y a la modélisation, le discours sur l'épigénétique, alors, dans laquelle donc, on commence à penser ou essayer de penser l'articulation entre des dispositions génétiques du corps vivant ou du corps biologique, du corps organique, et des environnements, des éducations, des constructions, etc. Très souvent, on en reste dans ces analyses épigénétiques, on va dire, ou dans les mobilisations à des articulations autour des environnements sociaux proximaux, c'est-à-dire la famille, des choses comme ça. Et un certain nombre de travaux donc, qui montrent d'ailleurs qu'il y a des auteurs qui soulignent le fait que cette notion d'épigénétique amène à une façon de penser qui met en cause les familles d'une manière un peu problématique. En tout cas, on est bien à l'articulation de choses qu'on connaît bien dans le champ de l'éducation physique et du sport, c'est-à-dire des tensions ou des articulations entre le vital et le social, pour le dire comme, ou entre le corps vivant et le corps social, des dimensions de ce type-là. Et puis, il s'agit de trouver en fait en quelque sorte une issue, et en même temps
que ces modèles essayent de s'élaborer, en fait, ces articulations essayent de s'élaborer, des dimensions très macro-sociologiques, aux dimensions très micro et psychologiques, de psychologie individuelle, on va dire. On peut dire qu'il y a des réflexions sur comment on devient obèse, et puis ce que ça veut dire que d'être obèse, puis comment on sort de l'obésité, comment on traite. Et là, quand on arrive au volet du traitement, on est toujours un peu surpris, parce que finalement, il y a différents niveaux de traitement qui sont pensés. Mais c'est comme si, tout se passe comme si le volet, on va dire, collectif, était en quelque sorte presque impossible à mobiliser. Voilà. C'est-à-dire qu'on arrive à être obèse. Est-ce qu'on doit dire être obèse ou avoir une obésité? Déjà, ça change pas mal de choses du point de vue identitaire. Dans les sociétés individualistes, on sait quelle est l'importance des relations entre corps et identité. Et comment finalement avoir une obésité se transforme ou se construit dans le rapport avec l'extérieur et se transforme pour pouvoir aboutir à finalement une formulation qui sera être obèse. Et puis on s'aperçoit que nous on a fait beaucoup d'entretiens sur comment on devient obèse, entre guillemets, c'est-à-dire on rencontre des gens qui sont dans des situations d'obésité morbide. Éventuellement, dans les collaborations donc on a avec Eric Pereira et puis d'autres collègues d'autres universités, des gens qui sont entre guillemets retenus pour aller à l'opération, à la chirurgie bariatrique, et puis on fait des travaux sur l'histoire de vie, en fait, le récit de vie, etc. C'est des gens, quand ils sont retenus pour aller à l'opération bariatrique ou à une chirurgie bariatrique, ils ont déjà un parcours extrêmement long d'expériences, de traitements divers et variés, bien sûr, qu'ils ont subis, ou qu'ils ont suivis, plus exactement, certains depuis l'enfance, ou certains plus récemment, en fonction de la construction de leur rapport à l'obésité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans leur discours, il y a des traces, on pourrait dire d'une certaine manière, des formes d'intervention qu'ils ont rencontrées, ou des discours qu'ils ont entendus, ou des prises en charge dont ils ont bénéficié. Et ce qu'on constate, c'est une très très forte psychologisation de la lecture de l'obésité, en termes de psychologie individuelle, j'entends, c'est-à-dire une très forte mise en responsabilité, on va dire, de l'individu par rapport à sa situation. Alors, hier, Gilles Ravenot nous a parlé assez précisément de son travail sur la construction du dégoût. Et là, je dois dire que, en l'écoutant, j'étais particulièrement intéressée par ce qu'il disait, parce que si les personnes qui sont en situation d'obésité développent elles-mêmes, la plupart du temps, un discours de responsabilisation individuelle ou un discours d'analyse psychologique, on va dire, de leur situation, on pourrait dire que les normes dont Gilles a parlé hier sont très souvent à l'œuvre dans ce qu'on pourrait penser autour de la construction donc du rapport social à l'obésité. Et en particulier, je dirais que dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, en ce qui concerne le surpoids et l'obésité, sont impliqués donc, dans ce discours donc, des personnes la question de la norme d'autonomie qu'ils n'arrivent pas à rejoindre. Je reviendrai après sur ce que c'est que la norme, justement. La norme d'autonomie, la norme de minceur, bien sûr, la norme de l'autocontrôle, du contrôle de soi, qui n'arrive pas non plus à rejoindre, et la norme d'activité, qui n'arrive pas non plus à rejoindre. Alors, pourquoi j'insiste sur ces normes-là? Parce que finalement, on peut dire que moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans la réflexion sur les normes, c'est les travaux de Canguilhem, et qui, en 66, avait écrit un truc qui m'a beaucoup marqué. Je le répète souvent, parce que je trouve que c'est... on l'oublie, en fait, ou on fait comme si on s'en souvenait pas. Puis, pour moi, ça éclaire tellement de choses que je suis obligée de le relire. Il disait, donc, en 66, déjà, à propos des normes, de ce que c'est qu'une norme sociale, il disait...
dans les sociétés, donc, toute préférence d'un ordre possible s'accompagne, le plus souvent implicitement, de l'aversion de l'ordre inverse possible. C'est la question de l'aversion, bien sûr, qui me ramène tout de suite à la présentation de Gilles de hier. L'aversion. Et il continue en disant « Le différent du préférable, la norme sociale étant pour lui la définition de ce qui est préférable dans la société dans laquelle on s'inscrit, le différent du préférable, dans un domaine d'évaluation donné, n'est pas l'indifférent. C'est le repoussant, ou plus exactement, le repoussé et le détestable. » Je reviens pour la question donc, du rapport avec la question du dégoût. Et donc, ce qui est important dans cette affaire, c'est que finalement, toutes ces normes dont ces personnes qui sont en situation d'obésité parlent pour dire qu'elles ne peuvent pas les rejoindre, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas rentrer dans la dynamique qui permet de les rejoindre, sont des dimensions donc, qui sont construites socialement, et puis qui sont finalement pour elles des constructions, mais qui ne sont pas des constructions. Enfin, pour elles, c'est nous, les sociologues, qui formulons ça en termes de construction, bien sûr. Pour elles, c'est des choses qu'elles ne sont pas capables de faire, qu'elles ne peuvent pas, auxquelles elles ne peuvent pas accéder d'une certaine manière. C'est en gros leur incapacité qui est mise en scène, en fait, dans leur corps. Alors, est-ce qu'on peut en sortir? Parce que comment on rentre dans l'obésité? Progressivement par le lâchage de la poursuite de ce projet normatif, on va dire, au sens global du terme. C'est-à-dire que ce projet normatif, ce projet sociétal tel qu'il est présenté, va être progressivement lâché. Lâché et finalement, sortir de l'obésité, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, on pourrait dire, essayer de re-rentrer dans ce mouvement d'adoption ou d'inscription dans ce projet normatif. Et pour ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui est peut-être le plus intéressant, parce qu'on essaye par tous les moyens de trouver des solutions, de tenter des dispositifs, d'inventer des dispositifs. Finalement, quand on essaye de réfléchir à comment en sortir, on propose aux personnes, on essaye de proposer aux personnes des solutions qui renvoient principalement en fait à des comportements individuels, à des dynamiques individuelles. On leur propose des thérapies psychologiques, ça peut être des thérapies psychologie, enfin psychanalyse, thérapie comportementale et cognitive, de l'éducation thérapeutique. On est très polarisé, on va dire, sur la question de leur propre contrôle, comment ils vont arriver justement à récupérer le contrôle sur leur corps, le contrôle sur leur alimentation, le contrôle sur le débordement en fait qui s'exprime donc dans cette obésité. Donc les gens sont soumis, entre guillemets, ou ils se soumettent eux-mêmes, plus exactement, à une sorte de tentative de rentrer donc, dans ce projet normatif. Quand ça échoue, et généralement, on peut le dire, il y a énormément d'échecs, même quand il y a des situations d'amélioration, on a des taux entre guillemets, de rechute ou de récidive, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui sont assez saisissants, c'est-à-dire que les gens qui font des cures, qui vont dans des centres de post-cure, qui perdent 5, 6 kilos, etc., à qui on apprend, à qui on fait des cours d'éducation thérapeutique, généralement 2 ans après, ils reviennent, ou 1 an après, ils reviennent à la même cure, etc. Donc on fait le constat, en fait, d'un échec assez douloureux autour de ces formes de réflexion et d'intervention sur les personnes, dès lors qu'ils retournent dans leur environnement, on pourrait dire. Alors, il y a évidemment la solution de la chirurgie. La chirurgie qui existe depuis longtemps, qui est affinée, précisée, et en même temps tellement demandée, de plus en plus demandée, comme une solution de dernier recours. Et puis, et les chirurgiens, donc bariatriques, qui disent, oui, ça donne de très bons résultats, mais enfin, on ne pourra pas opérer tout le monde, compte tenu du dispositif de développement exponentiel de cette affaire. Donc, en plus, on apprend, quand on s'intéresse à la question de l'obésité et de cette
utilisation de la chirurgie, donc qui est une méthode extrêmement invasive, chirurgie bariatrique, donc je ne rentre pas dans les détails techniques, qu'on est à peu près à 50 000 opérations par an en France, d'après les derniers chiffres que j'ai consultés, ce qui fait quand même beaucoup. Il y aurait à peu près 80% de femmes qui seraient concernées par cette demande et cette réalisation en fait, d'intervention, et puis qu'on aurait entre 25 et 50% de problèmes, de situations très problématiques in fine quand même. C'est-à-dire de gens qui reprennent du poids ou qui ensuite se retrouvent dans des situations où le problème de l'obésité finalement n'a pas été résolu. En tout cas, au CHUV de Lausanne, dans lequel je travaille avec le service donc, de prévention de l'obésité, ils disent 1 sur 4. Une intervention sur 4. Donc, et puis dans d'autres textes, donc j'ai vu un peu plus. Ça, là, les chiffres sont... Alors, on pourrait se dire, mais alors les modèles environnementaux, les modèles contextuels, etc., est-ce qu'on n'a rien fait? Sinon, on a fait des choses. On a travaillé sur tout ce qui concerne, par exemple, on enlève les machines qui distribuent des sodas dans les écoles. Donc, ça, c'est une mesure environnementale. On organise des pédibus pour les enfants, c'est-à-dire des dispositifs collectifs pour amener les enfants à pied à l'école, au lieu que chacun les amène avec leur voiture et qu'ils fassent, au lieu de faire 10 000 pas par jour, finalement, ils en font 500 parce qu'ils sont interdits de marcher dans la rue. Alors, ça c'est intéressant parce que la question des environnements a été beaucoup mobilisée autour de la théorie, donc on va dire de l'habitus, donc de la mise en cause en quelque sorte des milieux populaires comme incapables de traiter, de construire un environnement sain, de construire une alimentation qui soit diététiquement correcte, etc., d'avoir suffisamment d'attention à l'égard des enfants, une sorte de stigmatisation, on pourrait dire, des pauvres. Parce que cette maladie est une maladie des pauvres. Et alors, actuellement, il y a d'autres travaux qui sont assez déroutants, en même temps, qu'il faut articuler avec les autres, qui portent sur les environnements, justement, qui tendent à montrer que les environnements, c'est les géographes de la santé qui font ça, ils superposent des cartes de caractéristiques d'environnement avec des cartes de BMI. Et puis il montre qu'en fonction donc, des zones, donc non seulement dans certaines zones résidentielles, il y a beaucoup de gens des catégories populaires, c'est-à-dire qu'on a construit des quartiers qui sont évidemment socialement déterminés en termes de système d'habitation, mais qu'en plus, quand on fait des décodages, des analyses des qualités environnementales, c'est-à-dire la façon dont les gens se projettent dans la possibilité de circuler à pied ou en vélo dans leur environnement, il y a des facteurs qui remontent, en particulier c'est les travaux de Delphine Desforges là, en Belgique, puis au niveau international. Ils montrent que finalement le critère pour les populations de la circulation dans les environnements, et qui détermine donc ce qu'ils appellent la walkabilité, je ne peux pas le dire en anglais, mais la marchabilité donc d'un environnement, c'est-à-dire le fait qu'on puisse y aller, on puisse finalement lutter, enfin annuler en fait la sédentarité dans certains espaces, est lié à un critère récurrent d'évaluation par les personnes qui est en fait la perception de la sécurité dans l'environnement. Et alors là, ça devient assez intéressant parce qu'on s'aperçoit que les quartiers dans lesquels il y a beaucoup d'obésité, c'est certes des quartiers qui sont habités par des gens qui sont issus des catégories sociales les plus défavorisées du point de vue économique et aussi culturel, mais c'est aussi des quartiers dans lesquels la perception de la sécurité environnementale est la plus faible. Et que donc, il y a une sorte de corrélation, comme diraient les gens qui travaillent sur les dimensions tendancielles, comme ça, il y a une corrélation entre la perception de la sécurité environnementale et les problèmes de poids. Ce qui fait que, l'habitus au sens bourdieusien, c'est bien gentil, mais enfin, disons qu'il y a d'autres variables environnementales très importantes qu'on doit prendre en compte. Je vois que le temps passe, donc je vais avancer. Pour dire que une des questions finalement, est-ce que cette pandémie, entre guillemets, d'obésité a un sens? Je dirais que pour moi, ce qui est important, c'est comment on peut répondre de différentes manières, à partir de différents regards, à cette
question, quel est le sens donc de la production internationale d'un homme considéré comme malade ? Et en plus, qui rencontre des situations de handicap très importantes, parce que quand on fait 130 kilos, non seulement on est considéré comme malade, mais en plus on est dans des situations de désavantage social, c'est la définition des situations de handicap, de désavantage social récurrent. Alors, c'est comme si finalement il fallait réfléchir à la question de comment on peut passer d'un raisonnement sur la balance énergétique, les entrées et les sorties, au niveau énergétique, à une réflexion un peu anthropologique sur qui est cet homme malade. Et cet homme malade, Arnaud Basdevant, donc qui est celui qui est en France le plus impliqué dans ces questions, dit finalement cet homme malade de l'obésité, c'est un homme donc qui est un homme des sociétés d'abondance, c'est la première chose qu'il dit. C'est l'homme des sociétés d'abondance, c'est une production des sociétés d'abondance, en premier lieu. Et en second lieu, l'obésité est une maladie des populations vulnérables dans les sociétés d'abondance. Alors là, les populations vulnérables dans les sociétés d'abondance, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Hélène Thomas, donc, qui est quelqu'un qui fait des sciences politiques, mais qui est également psychanalyste, qui a beaucoup travaillé sur les situations de handicap, a écrit un livre qui s'appelle « Les vulnérables, la démocratie contre les pauvres », qui est un ouvrage, une sorte d'analyse très impliquée du point de vue politique sur l'utilisation de cette notion de vulnérabilité pour la critiquer, en quelque sorte, pour dire c'est bien facile de dire que les pauvres sont vulnérables, ça évite de dire qu'ils sont pauvres, et comme ça on peut les traiter comme des gens qui ont des fragilités, bon. Mais en fait, cette vulnérabilité nous met en situation de penser en fait l'obésité comme quelque chose qui a à voir avec on va dire comme une sorte de manque, et je reviens à la question de mes normes, un manque d'activité, un manque de dynamisme, un manque d'énergie, un manque de force, un manque de ressources. Parce que être vulnérable, ça veut dire ne pas être capable de mobiliser des ressources pour s'en tirer, en quelque sorte. C'est ça la vulnérabilité, au sens de la vulnérabilité sociale. Et donc, ça m'embête beaucoup que finalement on arrive à cette conclusion, et donc j'aimerais beaucoup en discuter directement avec Arnaud Basdevant à un moment donné, parce que l'hypothèse qu'on pourrait faire, vous voyez qu'il y a beaucoup d'artistes qui s'intéressent à cette question. Il y a des peintres, on commence à produire en fait de l'art autour de cette question du débordement, de la déformation corporelle, des transformations corporelles. C'est tout à fait saisissant. Ces peintres qui s'intéressent à l'esthétique du corps commencent à mettre en scène cette sorte de nouvelle façon d'être en fait au monde. Et puis une des questions que je voudrais poser, que je me pose en fait, et puis que je vous pose, surtout quand je vois ce genre de tableau, cette façon de regarder, vous voyez, ces formes de mise en scène artistique, donc du regard presque provocateur. La question de savoir si on doit penser aujourd'hui les personnes obèses et la population donc des personnes obèses comme une population vulnérable dans les sociétés d'abondance ou comme une population résistante. Résistante à quoi ? Alors, comme il me reste 2 minutes, je dirais, on peut faire des hypothèses sur la question de la posture inconsciente, peut-être, de résistance à ces injonctions normatives, qui sont des injonctions normatives qui mettent chacun, en fait, enfin, on veut dire plus de 50% de la population, dans une incapacité à répondre à la norme. Donc, des sortes d'injonctions normatives qui sont inaccessibles, c'est-à-dire qui construisent le désir de s'opposer. Mais de s'opposer comment ? On va dire même pas de s'opposer, on pourrait dire de résister, voilà, de résister. Et donc de penser qu'on pourrait avoir une autre hypothèse, c'est l'hypothèse selon laquelle donc, cette obésité épidémique, ce phénomène global d'obésité, est-ce qu'il doit être pensé comme une vulnérabilité collective ou comme une résistance collective, c'est une position, l'adoption d'une posture, on va dire, contre-normative. Contre-normative. Voilà.
Et donc, comme il est 34, je m'arrête. Voilà. Merci Anne. Et Romain. Merci pour cet exposé. Je voudrais poser deux questions sur, à la fois sur la norme et puis sur le dernier point, sur le retournement dialectique de la peur ou de la souffrance en acte de résistance, voire même d'affirmation et de création. Le premier point, c'est sur le normatif. Un gros problème d'interprétation. Pierre Macheret a sorti un très très beau livre sur les normes en s'appuyant sur la lecture de Canguilhem et de Foucault. Il semble que les normes, dans le fond, sont liées chez Canguilhem à un dispositif très particulier qui est un dispositif de type épistémologique. C'est-à-dire que dans le normal et le pathologique, il montre très bien, et même dans le concept d'instinct et dans la logique du vivant, il montre très bien que en fait, la norme, c'est un processus qui est issu de la science elle-même, c'est-à-dire des sciences du vivant et de la science de la médecine. Canguilhem était aussi agrégé de médecine, était médecin, en plus d'être résistant et philosophe. Et donc, la question est la suivante, et c'est une question qui me travaille de plus en plus parce que elle a des conséquences jusque y compris dans le champ institutionnel, dans le champ pédagogique. À savoir, est-ce que le modèle de la médecine n'a pas été et n'est pas encore aujourd'hui le modèle le plus prégnant dans la manière dont nous pensons le rapport au corps et les vérités. Je prends comme exemple simplement dans l'éducation, il y a de plus en plus de gens qui utilisent la théorie du care, du soin, qui est quand même au départ un terme thérapeutique, médical, pour penser l'acte éducatif. C'est-à-dire que, croyant bien faire, il y a une sorte de percolation ou de diffusion des concepts médicaux, des concepts cliniques, dans d'autres disciplines que la médecine produisant un type de taxonomie, une épistémée, un type de dispositif, un type de régime, un type de conception de la normalité et de la normalisation qui deviennent des paradigmes extrêmement structurants, notamment sous le chef de la morbidité et de la pathologie. Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième question porte sur le dernier point de l'intervention, qui me semble intéressant. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre en compte, là, pour le coup, des dimensions, alors sur la workabilité, sur la marchance, pourrait-on dire, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre en compte aussi, alors pour le coup, des facteurs qui sont à la limite du psychique, de l'organique et de l'économique, notamment dans l'anxiété, qu'on a encore une fois laissé du côté des psychanalyse, psychiatrie, médecine, etc. Mais l'anxiété, c'est aussi un habitus social et historique, culturel, qui peut être créé. Delumeau l'a montré, par exemple, dans Les Peurs. On a eu hier une intervention sur les mouvements survival. On voit qu'on peut créer, par des performatifs, des sentiments dans les sociétés. On est bien, il y a du terrorisme, on le voit bien ce qui se passe. Et donc, est-ce que on sait aussi que ce qui est anxiogène peut-être produire des rétentions en matière de lipides, en matière d'alimentation, et donc est-ce qu'il n'y a pas un champ qui ne serait pas un champ qui porterait sur le nutritionnel, sur l'alimentation, sur le circuit de la marchandise, mais simplement sur les effets psychiques qu'on pourrait appeler éthiques, en reprenant le terme à Foucault, les effets éthiques des modes de vie qui permettraient de sortir d'une culpabilisation psychologisante ou d'une caractéristique médicale de la morbidité. Autrement dit, n'y a-t-il pas une politique des corps aujourd'hui qui passe par un régime, sans mauvais jeu de mots, des populations assujetties à un type d'information anxiogène, stressante, etc., qui expliquerait, d'une certaine manière, que l'obésité puisse être pensée ailleurs qu'en termes médicaux, en termes normatifs, en termes esthétiques ou en termes psychologiques. Je commence par la deuxième question. Je crois que d'une manière générale, on ne peut pas... quand on commence à plonger dans la littérature sur l'obésité, c'est tellement... C'est énorme, c'est le cas de le dire, mais c'est prolifique. Il y a tous les modèles possibles et imaginables. Donc, je crois qu'on ne peut pas vraiment
on ne pourra jamais en fait se satisfaire d'une lecture univoque, quoi. Il y a vraiment toujours une réflexion assez complexe, parce que chaque argument est démonté par un autre, en fait, en quelque sorte, à chaque fois, hein. C'est assez intéressant. Je serais plutôt donc à réfléchir à ce que ça veut dire résister. Résister à quoi? Parce qu'il y a tout un tas de possibilités, finalement, on pourrait dire... c'est résister, qu'est-ce que ça veut dire cette hypothèse? C'est résister inconsciemment, hein, résister. Les psychologues savent de quoi il s'agit. Les psychologues, ils donnent des lectures en termes de défense ou de résistance aussi. Mais de résistance à certaines choses dans leurs modèles, dans les modèles psychologiques. Donc il y a plusieurs niveaux de résistance à tout un tas de... Voilà. Donc, je reviens après sur la question de la résistance au modèle imposé, aux normes, mais je reviens sur la question des normes. En fait, Canguilhem, oui, il s'est beaucoup intéressé. Il a très bien... Je pense qu'il s'est très précisément intéressé à l'articulation entre le discours médical sur les normes et puis justement ce qu'il en est de la norme sociale, c'est-à-dire comment les médecins confondent d'une certaine manière à son époque. C'est-à-dire qu'il disait, lui, il en venait de la médecine, il voyait bien de quoi il s'agissait. Je sais pas, il l'a fait dans quel sens? Non, il l'a fait d'abord médecin et ensuite à la thèse de... Bon, et finalement, comme si la norme, la moyenne, la norme au sens statistique, était la norme sociale. Bon, c'est une sorte de confusion qu'il dénonce, et puis il explique précisément que justement chaque société construit ce qu'il en est du préférable pour elle. Et ce qu'il en est du préférable pour elle, comment il y a un consensus qui se construit et qui s'affirme en fait, qui devient la définition légitime de ce qui est préférable. Et c'est pas Foucault le dit aussi, la norme n'est pas du tout un concept qui a à voir avec la coercition. Non, la norme c'est quelque chose, la norme sociale, c'est quelque chose qui est construit socialement, qui est invisible, on va dire, qui est implicite, et qui dit pour chacun d'entre nous ce qu'il en est de ce qui est préférable que l'on fasse. Il ne nous oblige pas à... Mais c'est une dynamique normative qui construit les conditions de notre inscription sociale, positive. Si vous n'allez pas dans le sens de l'inscription sociale, dans le sens du projet normatif, vous êtes dans une posture, vous devenez, comment on peut le dire de différentes manières, disons que vous restez à la marge. Alors, à propos du CAIR, je dirais que, bon, on distingue souvent ça, on dit, les Anglais, on dit que qu'en français, on ne sait pas le dire. Mais bon, maintenant, on sait le dire, puisque justement, dans les théories du CAIR, on a commencé à les franciser en quelque sorte. Mais on dit qu'il y a, en anglais, on distingue le cure, je ne sais pas parler anglais, hein, donc vous me comprenez. Pour parler du soin au sens médical du terme, et le care pour dire prendre soin d'eux. Et le care, donc c'est... Bon, là, en l'occurrence, les féministes se sont appropriés cette question pour traiter, donc c'est un été de la connexion des systèmes de représentation entre le care et les femmes. Bon, il y a beaucoup de choses sur ça. Mais on pourrait dire qu'aujourd'hui, on est dans un discours très médical et thérapeutique, par exemple, sur l'obésité, dans des prises en charge très médicales et soignantes, psychologiques au sens de il faut soigner, puisqu'on l'a défini collectivement comme étant une maladie. Donc forcément, c'est cohérent, hein. Et puis la question qui se pose, c'est compte tenu des échecs qu'on rencontre dans la lutte contre cette épidémie, cette pandémie, la question c'est quels sont les modèles, on va dire, différents ou décalés de signification qu'on peut élaborer pour essayer d'inventer, on va dire, des façons de se représenter ça qui permettraient de s'y prendre autrement d'une certaine manière, ou de penser autrement ce phénomène, qui est un phénomène que nous avons nous-mêmes construit, bien sûr, hein, puisque en référence à des gens comme Thibon Cornillo, etc., sur les corps transfigurés, on fait comme si les réalités biologiques n'étaient pas, par exemple celle de l'obésité, mais beaucoup d'autres, comme si ces réalités biologiques n'étaient pas construites socialement. Il y a une sorte d'effacement, vous voyez, perpétuel, une sorte d'effacement de on va dire la dimension sociale de la construction de ce phénomène.
comme si le corps biologique restait biologique, sans aucune, on va dire, sans aucun impact social. C'est pas que le corps biologique n'est pas biologique, bien sûr il est biologique, comme dirait monsieur Andrieux, ici présent. L'éminent, monsieur. Évidemment, le corps est biologique. Il ne s'agit pas de revenir sur cette question, et ni sur la dimension génétique d'une certaine prédisposition à, etc., ni sur les différences métaboliques, etc. Bon. Mais le problème, c'est que l'épidémie d'obésité, certes, elle concerne des corps biologiques, mais elle concerne aussi une société qui a créé les conditions de cette épidémie. C'est pour ça qu'on dit. C'est pour ça que c'est intéressant de dire non transmissible, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est fabuleux. Comment ça se transmet? Enfin, ça se transmet. Comment ça se développe? Comment ça se diffuse? Alors, est-ce que. Donc, l'hypothèse de la résistance, c'est l'hypothèse de la résistance à des modèles sociaux auxquels on ne sait pas résister autrement qu'en somatisant comme ça. Voilà. Enfin, je ne sais pas s'il faut dire somatiser, parce qu'après, ça fait un peu psychologisant. Merci, Anne Marcellini. C'est toujours très pertinente dans tes interventions et dans tes choix d'intervention. Personnellement, j'ai pas mal travaillé sur l'obésité, et notamment avec Anne Marcellini, nous avons publié un certain nombre d'études dans de très bonnes revues. Alors, avec Anne Marcellini, nous avons travaillé notamment sur le handicap mental. Il est courant de lire et de voir que les personnes handicapées mentales, il y a une prévalence à l'obésité dans cette population. Nous avons produit pas mal d'articles là-dessus, notamment en relation d'une part avec l'alimentation, ça va de soi, alimentation très particulière chez les personnes handicapées mentales, parce que, en général, les personnes qui prennent soin d'elles se disent, c'est leur dernier plaisir, on met du rab. Et puis, deuxièmement, sur l'activité physique, bien sûr, où nous avons mesuré l'intensité de l'activité physique chez les personnes handicapées mentales, et nous sommes aperçus que l'intensité était moindre par rapport aux autres populations. Vous vous doutez bien que j'ai mis en relation l'obésité avec les conations. Et j'ai mené dans le Nord, notamment, une belle expérience avec mon équipe, en montant une association de prévention de l'obésité, et nous avons obtenu des médecins qui nous entouraient une activité physique sur ordonnance. C'est-à-dire que tous les enfants qui venaient dans cette association, ça a duré pendant 5 ans, venaient sur prescription médicale. Et dans le cadre de cette association, mais je vais passer vite, nous avons mis en place donc une pédagogie conative qui a donné des effets remarquables au niveau des résultats, et notamment donc dans la régression de l'obésité. Mais le plus important, c'était au regard des résultats scolaires. C'est-à-dire que tous ces élèves qui étaient en régression d'obésité avaient de meilleurs résultats scolaires, une estime de soi bien meilleure, et donc des relations sociales dans le groupe qui se développaient de façon très, très différente. Mais je voudrais juste développer un point, parce que il y a quelques années, il y a eu une campagne, notamment des médecins, sur le rapport entre obésité et sommeil. Et donc ça m'a beaucoup intéressé, parce que j'étais assez surpris de leurs conseils qui disaient il y a une corrélation chez les enfants entre la quantité de sommeil et l'obésité ou l'IMC. Et ça m'a étonné, et je me suis dit, tiens, ça me paraît bizarre parce que ça ne correspond pas à mes représentations. Et j'avais une occasion, alors si vous avez des occasions comme ça, il faut les saisir parce que ça permet de faire des publications à moindre coût. Je disposais de 1500 questionnaires qui portaient sur toute autre chose, mais dans ces questionnaires, il y avait l'IMC, c'est-à-dire on avait le poids, la taille, et donc l'IMC, et puis l'âge des sujets. Et deuxièmement, il y avait heure de lever, heure de coucher. Alors là, je me suis dit, il faut saisir l'occasion,
Et j'ai eu l'intuition de dire, il y a ceux qui se lèvent tôt et qui se couchent tôt, il y a ceux qui se lèvent tard et qui se couchent tard, il y a ceux qui se lèvent tôt et qui se couchent tard, il y a ceux qui... Enfin, il y a toutes les catégories possibles. Enfin non, il y en a 4. Et donc, j'ai établi des corrélations entre l'IMC, tout simplement, et non pas la quantité de sommeil, mais profil. La période de sommeil. Bon, les résultats sont extrêmement probants, c'est-à-dire qu'on peut dire, pour simplifier, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est-à-dire que, bon, alors ça contredit un petit peu mon mode de vie, mais l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est-à-dire que qu'ils se couchent tard ou qu'ils se couchent tôt, s'ils se lèvent tôt, ce sont les moins obèses. Alors, bon, ça fait l'objet d'une publication. Pour le moment, il n'y a pas de polémique autour de cela par rapport à la quantité de sommeil, mais ça introduit une autre notion, je dirais, biologique, qui est peut-être celle de l'horloge. Alors, peut-être qu'Anne va me contredire là-dessus, mais il est tellement évident que la prévalence de l'obésité dépend est multifactorielle. Bon, Anne a évoqué un certain nombre de facteurs, aussi bien sociaux, biologiques, psychologiques, etc. Mais je pense qu'il y a des tas de facteurs auxquels on ne pense pas et qui ont une influence sur l'obésité. Voilà, c'est tout. C'était pas une question, Gilles, hein? Donc, oui, alors, non, je dirais rien, simplement. L'horloge biologique, mais c'est vrai qu'en même temps, on peut faire, sur une donnée comme ça, on va dire brute, que Gilles nous livre, on peut dire que, bah oui, il y a la question de l'horloge qui vient en interprétation, puis il y a la question des modes de vie, c'est-à-dire se lever tôt, ça veut dire être en activité, pour revenir sur la problématique de la norme d'activité, hein, sur les modes de vie, en fait, au sens plus large. Donc, déjà, il y a plusieurs lectures interprétatives, puis après, ça nous amène dans beaucoup de complexité. Alors, c'est plutôt des remarques. Je vais me présenter rapidement. Je suis Nicolas Saïd, je suis diététicien de formation. Je suis spécialisé dans les troubles alimentaires, dans l'anxiboulimie. J'ai fait des psychothérapies cognitivo-comportementales et là, je viens de finir un Master 2 en éthique médicale. Donc, ma spécialité, c'est l'obésité et le traitement des troubles alimentaires. Alors, à l'écoute de votre intervention, j'adore, je fais un congrès chaque année, j'invite des sociologues de plus en plus dans les congrès parce que vous apportez un regard qui est assez intéressant. Mais je reste relativement ennuyé sur certains points de l'intervention que j'aimerais discuter, et on aura largement le temps de discuter après aujourd'hui. Je crois que malheureusement, en fait, le contrôle, il ne se fait pas réellement sur le corps, et c'est ce que j'observe d'une manière générale en consultation. C'est pas sur l'idée du corps en tant que tel, et c'est là où je trouve qu'il manque le lien avec Bernard, finalement, cette idée du lien. Les patients chosifient leur corps. Ça ne reste qu'un poids à maîtriser, une image du corps à maîtriser, c'est-à-dire des caractéristiques presque physiques, mais c'est jamais le corps qui est à maîtriser. Et c'est bien ça le problème quand vous avez parlé d'échappement ou l'autocontrôle qui échappe à un moment donné. En fait, il ne se fait pas sur le corps, mais il se fait sur l'idée d'une conceptualisation d'une machine qui fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire, si je mange moins, demain sur la balance, je devrais observer un poids qui est différent. Et là, c'est une erreur peut-être permanente que je vois aussi bien chez mes collègues et chez nos confrères médicaux, c'est de confondre ce poids avec le corps. Et c'est un peu ce que je milite finalement quand je suis dans le soin avec ces patients-là, c'est de faire cette distinction en permanence entre le poids qui n'est pas le corps. C'est une caractéristique, mais ce n'est pas le corps. Je voulais soulever aussi le point de l'IMC. Alors c'est très problématique, en effet, vous l'avez bien soulevé avec l'histoire des Américains qui nous ont imposé via l'IMC sur l'histoire des assurances santé, etc. Il faut rappeler un truc, c'est, vous voyez, la variation d'IMC au-delà de 25 jusqu'à 30, ça nous fait 5 points d'unité. IMC, un point d'unité, IMC, pardon, c'est votre taille au carré. C'est-à-dire que quelqu'un qui mesure 1m65, ça lui fait un point d'unité de 2,5. Soit pour 5 points d'unité, ça fait 13 kg d'écart. Ce que je veux dire par là, c'est qu'entre son poids IMC avant de rentrer en surpoids et son poids IMC avant de rentrer en obésité, ces 5 points d'unité, ça représente 13 kg de variation. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup d'écart entre une idée esthétique du corps et ce que va nous raconter l'IMC, en fait, parce qu'on peut se retrouver en consultation avec des patients qui ont des IMC qu'on va dire standards, je vais vulgariser de cette manière-là, mais qui sont dans une esthétique du corps qui est problématique. C'est-à-dire qu'elles pourraient perdre, je dirais, 3-4 kilos,
et elle resterait toujours dans un IMC standard. L'IMC, il ne faut pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas, il ne dit en rien les attitudes alimentaires. On peut avoir des patients avec des IMC normaux comme des IMC complètement fous, je dirais, avec des comportements alimentaires aussi bien sains que des comportements alimentaires complètement problématiques. L'idée de la norme aussi, comme vous avez très bien discuté, alors là du coup je renvoie à Ruben Eugène, puisque je suis intervenu sur le congrès de pédiatrie récemment et sur l'idée de l'orthorexie, la problématique alimentation normale ou alimentation déviante. Je ne crois pas vraiment que ce soit la norme, mais ça c'est mon point de vue et il est largement critiquable. Je dirais que ce n'est pas la norme en tant que telle qui nous pose problème, c'est plutôt comment l'individu va intégrer cette norme et il va confondre la norme, quelque chose de la norme avec une recommandation. Lorsque on parle en médecine, nous sommes dans l'idée de la recommandation, sauf que cette recommandation est prise un peu comme cette règle, cette orthodoxie qu'on doit mettre sur l'alimentation, cette obligation à agir de telle façon pour être dans cette façon de norme. Donc là, je suis un peu ennuyeux vis-à-vis de cette norme, parce que je trouve que c'est plus la manière dont c'est intégré. Autre point que je voulais soulever, je ne vais pas trop prendre de temps aussi, c'est le rapport Esteban qui est sorti la semaine dernière, du 13 juin 2017, qui est l'étude, je ne sais pas si vous la connaissez, de l'évolution de l'obésité en France, qui fait suite à l'étude OBEPI. Et en fait, sur le dernier rapport, c'est assez intéressant, en fait, on n'a pas d'augmentation de la prévalence de l'obésité maintenant chez la population française. Et pour finir, en fait, je crois que l'erreur qu'on continuera à faire, ce sera toujours de regarder cette histoire de non-augmentation de poids. Parce que si je prends par exemple quelqu'un qui a un trouble alimentaire de type boulimique, son IMC est tout à fait standard. Elle est comprise entre 20 et 25. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'excédent de matière trop important dans le corps qui fasse qu'il y aurait une incidence sur sa santé. Et aujourd'hui, j'observe de manière clinique des patients qui viennent la plupart du temps avec des IMC standards ou parfois légèrement un peu élevés comparé au surpoids, mais qui ont des attitudes alimentaires qui deviennent de plus en plus problématiques. Et c'est pour ça que tant qu'on va, y compris au BPI que je critique largement, c'est encore de nous proposer que oui, le poids n'augmente pas, c'est une bonne chose. Au contraire, moi je crois que c'est à mettre vraiment entre guillemets et il va falloir observer des choses. Et si on a évolué dans nos pratiques, je dirais qu'il faut faire attention, on n'a pas à traiter l'obésité, mais on a traité des trajectoires de vie qui rencontrent l'obésité, et toutes les obésités ne peuvent pas se réduire sous la même identité, sous le même fonctionnement, et ça c'est la grande erreur qu'on a eue dans le traitement de l'anorexie. Et aujourd'hui, j'espère que mes collègues vont faire ce changement de paradigme, finalement, d'arrêter de traiter l'obésité, mais d'arrêter de traiter en fait les patients qui rencontrent la trajectoire de vie, parce que je crois que j'ai jamais eu une situation clinique qui a été identique, qui a conduit à l'obésité. Les paramètres sont très nombreux. Il y a un très beau schéma de Mark Steiner qui montre tous les effets qui agissent sur ce qu'elle appelle le weight related, la manière dont on va gérer son alimentation, dont on gère le poids, qui nous démontre bien toute la complexité de ce système-là. Donc voilà en fait pourquoi j'ai terminé, mais c'était vraiment plus pour ouvrir le débat qu'autre chose. Je vais pas pouvoir répondre à toutes vos sollicitations, mais je pense, enfin, quand je parle des normes par rapport aux recommandations, ce que vous dites sur la différence entre recommandations des personnels soignants, on va dire, d'une manière générale, et puis la question des normes, je pense que c'est les recommandations du monde médical sont prises par les patients comme des conseils qu'il faudrait arriver à suivre, vous pourrez dire, mais quand je parle des normes, je ne parle pas justement, peut-être c'était par rapport à la question aussi de tout à l'heure, je ne parle pas des normes qui sont posées par les médecins ou par le monde médical, hein, pas du tout. Je parle des normes sociales. Hein. Les médecins ne sont qu'un groupe social parmi beaucoup d'autres. Et évidemment, on va dire que la norme de santé nous occupe beaucoup dans les sociétés riches en particulier. Donc, d'une certaine manière, c'est un groupe qui a beaucoup de pouvoir, on pourrait dire symboliquement parlant, dans cette société, dans ces sociétés-là. Mais j'aurais tendance à dire que c'est beaucoup plus large que ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte d'injonction normative non pas seulement à contrôler son poids, mais à être quelqu'un de contrôlé.
Donc, en sociologie, beaucoup de réflexions autour de ça. Je dirais que pour moi, peut-être l'injonction normative la plus problématique dans sa formulation, dans ses significations, ses représentations, etc., auxquelles en fait on pourrait penser quand on pense à la résistance, c'est ce qu'on projette, on va dire, et ce à quoi on assigne chacun, c'est la norme de l'autonomie individuelle, qui dans les sociétés individualistes comme les nôtres, est une norme dans laquelle finalement dans sa façon d'être construite, on fait comme si on demandait aux gens, tout se passe comme si on demandait aux gens d'être indépendants d'autrui, c'est-à-dire d'être capables de tout faire tout seul, ce qui est une définition de l'autonomie assez problématique. Qui peut rendre, je pense, les gens fous, parce que c'est impossible de se débrouiller tout seul. Alors, si on a à la fois d'un côté une injonction à l'autonomie, et en même temps, en réalité, une société dans laquelle en fait, pour se débrouiller, en fait, il faut être interdépendant et relié avec beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il faut être très soutenu, c'est ça que ça veut dire être autonome, ça veut dire être très soutenu, très interdépendant, dans des réseaux très riches de soutien, à qui on peut demander de l'aide à plusieurs personnes différentes, qu'on peut aider des tas de gens différents, dans des milieux différents, c'est ça l'autonomie. Si en même temps, de l'autre côté, on demande aux gens d'être indépendants, c'est-à-dire de s'autocontrôler, de se débrouiller tout seuls pour régler leur tel ou tel comportement ou problème qu'ils ont, etc., c'est presque de l'injonction paradoxal, hein, au sens de Václavic, pour revenir à lui, puisqu'il est toujours là en fond de tableau. C'est presque une injonction, oui, une double contrainte. C'est-à-dire qu'en même temps, on vous dit il faut vous débrouiller tout seul, et en même temps, vous êtes dans un environnement dans lequel vous ne pouvez absolument pas faire quoi que ce soit sans l'aide de quelqu'un. Vous êtes dépendant en permanence de tout et de tout le monde. Donc c'est comme une sorte de... Voilà, oui, je pense que la question des paradoxes et des ambivalences dans lesquelles sont les gens est une question, je pense, assez importante pour traiter ça. Et puis, quand vous parlez de la question des assignations, enfin de la façon dont on utilise l'IMC, par exemple, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire dans les représentations que les gens s'en font, la façon dont c'est présenté, la façon dont on construit les catégories, les grilles des silhouettes, là, ces dessins là qu'on voit, bon, c'est des systèmes comme ça justement de représentation du corps, et au-delà de la question du poids, enfin de confusion entre le poids et le corps, c'est ce que vous dites, hein, je pense que ça participe d'une mise en responsabilité de chacun sur des éléments en fait sur lesquels il ne peut pas vraiment agir. Donc il y a une sorte d'obligation de résister, parce que c'est comme si il y avait un masque. Pour moi, je pourrais dire en tant que sociologue que cette chose qui me paraît le plus importante, c'est que on vit dans une société dans laquelle on essaye de se faire croire à nous-mêmes qu'on n'est pas déterminé par nos environnements, puisqu'on est dans une société individualiste, qu'on est indépendant et autonome, c'est-à-dire qu'on est capable, chacun, et c'est ça notre objectif en quelque sorte, plus on serait autonome, plus on serait valorisé, de se débrouiller tout seul. Et en fait, on efface consciencieusement, hein, en quelque sorte, les dépendances qui sont les nôtres. Jusqu'à dire, ce qui est quand même assez saisissant, jusqu'à dire de nos anciens que ce sont des personnes dépendantes. Comme si nous, on ne l'était pas, en quelque sorte. Vous voyez, il y a un usage aussi de la notion de dépendance. Voilà. Et donc, pour moi, ça a à voir, en fait, hein, cette histoire d'obésité, ça a à voir avec cette norme d'autonomie. C'est-à-dire d'injonction à être seul. Mais c'est quelque chose... Enfin, Ehrenberg a très bien travaillé sur ça, Alain Ehrenberg, l'injonction à la responsabilité individuelle, dans son bouquin qui s'appelle, je crois, La fatigue d'être soi. Et c'est sur la dépression moderne. Il a beaucoup parlé de ça. À propos des médicaments, mais bon, c'est la même question, peut-être. Enfin, c'est une hypothèse en plus des autres. Oui, je voulais revenir et te poser une question, Anne, sur la question là, de la résistance, pour essayer de creuser un peu. Alors, peut-être pour rentrer, pour moi, la question de la résistance et de la norme, elle se pose clairement
effectivement, quand on connaît bien la biographie de Canguilhem, il a commencé la médecine avant la guerre et il a été résistant en étant médecin. Donc pour lui, la résistance, c'est une question d'abord politique, mais c'est aussi la conversion de Canguilhem de la médecine à la philosophie de la médecine et à la capacité d'élucider cette question de ce qui relève du normal au sens du physiologique à de ce que le physiologique crée par la statistique, par la loi normale et par le fait que quand on est à 2 écarts types d'un côté ou 2 écarts types de l'autre, on ne devient pas indifférent, mais on devient anormal, c'est-à-dire détestable. C'est ça. Donc je pense que c'est important parce que la question de la résistance peut toujours être perçue dans une topique un peu héroïque, romantique, historique de ce qu'est la résistance au sens de la mobilisation des groupes, etc. Et qu'il faut aussi se rendre compte que dire qu'on est dans des sociétés d'abondance, c'est dire que les crises qu'on vit sont les épidémies d'obésité, mais ne sont pas les guerres, ne sont pas les grands malheurs du corps et de la torture, et que la réflexion sur la norme vient souvent chez les gens qui ont vécu ça et qui sont capables de se mobiliser et de politiser les questions, c'est-à-dire de ne pas somatiser mais de politiser les questions parce que les situations et les contextes historiques, faute de les mettre dans des petites crises ou des petits ajustements, les mettre dans des crises insurmontables où la question devient effectivement celle du vivable, devient celle de l'intégrité physique, etc. Donc, du coup, sur la question de la résistance, je pense qu'il y aurait beaucoup à décliner et à travailler sur cette question-là, effectivement, au-delà de la topique psychologique, en disant qu'est-ce que c'est résister au sens de freiner, en français on dit y aller à reculons, qui n'est pas tout à fait la même chose que de se mobiliser, de politiser les questions, quelle est exactement la nature de ces œuvres d'art et de ce regard un peu hautain, voilà, comment elles se construisent, comment se produit cette forme de résistance, alors, si on peut l'appeler comme ça, très particulière, qui est le regard effectivement non pas vulnérable et misérabiliste, mais qui construit effectivement une mise en scène particulière, laissée à l'interprétation de chacun, mais qui relève d'un espace particulier. Et puis, est-ce qu'il y a des mobilisations plus politiques sur l'obésité ? Je pense que si on lance cette question-là, il faut aller rentrer dans cet objet à plein pour comprendre quels sont ceux qui ont fait de leur corps un poids qui ne veut plus bouger, dans la culpabilité, puisque hier s'est posé la question de la honte et de la culpabilité, ou quelles sont les manières de se saisir et de résister, on va dire, non pas physiquement comme un poids, mais en construisant un autre sens à cette épidémie jusqu'à sa politisation et à des mécanismes de mouvement social. Parce que finalement, ce qui paraît le plus incroyable là, c'est finalement, dans cette construction-là, on voit le poids de la norme médicale. Alors je sais qu'il y a du mouvement social et des discussions, mais on voit que dans la construction de ton objet, la mobilisation des personnes n'apparaît pas. Handicapable, tout à l'heure, Bernard, en Guadeloupe, dans les années 70, il y a un magazine d'une association qui s'appelle Handicapable. Voilà. Et cette association est une association qui, dès les années 70, sur le handicap, crée de la mobilisation sociale, se donne pour mission d'aller sortir les enfants handicapés qui sont cachés dans les maisons pour montrer que les gens sont capables, et effectivement, comme Gilles le disait pour les déficients intellectuels, ne sont pas voués à rester à l'intérieur, à regarder de la télévision et à manger. Voilà. Donc ça repose d'une manière différente aussi la question de l'environnement, la question de l'accessibilité. Et je pense que sur la question de la résistance, je voudrais avoir ton avis pour approfondir cette question. Elle me semble très très intéressante à creuser pour ne pas se laisser piéger par la polysémie du terme résistance. Oui, non, je partage ça. Je pense que, dans les travaux qu'on a menés sur les questions de handicap depuis de nombreuses années avec les collègues de l'Université de Montpellier et avec Bernard et puis d'autres, et M. Lyotard qui arrive également, on peut dire que on s'est beaucoup intéressé à la question de la mobilisation des personnes handicapées, enfin dites handicapées, depuis les années... la fin du début du XXe, on va dire, pour les sourds. Puis on s'est beaucoup intéressé aux mouvements sociaux des personnes donc dites handicapées, assignées à ces catégories qui étaient à l'époque très discriminées, et puis comment leur mobilisation collective ont participé des changements sociaux très importants au regard de leur participation sociale actuelle. Donc on est assez préoccupé par ces questions. Et du coup, en s'intéressant à la question de l'obésité, au départ, on utilise des modèles qui ont à voir avec, l'obésité, c'est un corps qui est, entre guillemets,
hors normes, et puis qui va créer des situations de handicap. Les personnes vont se retrouver dans une situation de désavantage social. Donc il y a des associations qu'on fait avec, évidemment, tout notre background théorique autour des situations de handicap et du monde du handicap d'une manière très large. D'autant plus qu'évidemment l'obésité génère des limitations de capacité en termes de mobilité. Donc on peut considérer que les personnes qui ont des obésités morbides sont des personnes de mobilité réduite, au même titre que, enfin bon, ça pose tout un tas de questions qui sont de la même famille en fait que les questions qu'on a traitées sur le handicap moteur par exemple. En ce qui concerne les mobilisations, donc du coup, pour les personnes handicapées, je suis arrivé à résister parce que effectivement à cette hypothèse aujourd'hui, parce que en termes de mobilisation, je dois dire que justement, on peine à, non pas qu'il n'y en ait pas, il y a des mobilisations collectives de personnes qui sont désignées comme des personnes en surpoids ou en obésité. Mais on pourrait dire que d'une certaine manière, elles sont assez, pour le moment, groupusculaires, c'est-à-dire c'est des tout petits groupes épars qui ne sont pas très actifs, et on n'a pas non plus vraiment encore étudié la dynamique de ces mouvements, c'est-à-dire où est-ce qu'ils veulent en venir, au sens où autour de quoi ils se mobilisent. Alors on en connaît quelques groupes qui sont donc de personnes qui ont des problèmes de surpoids, d'obésité ou des problèmes liés autour de ces questions, et qui sont mobilisés autour de groupes qu'on pourrait appeler des self-help groups, comme disent les Anglais, donc des groupes d'entraide. Et puis certains sont mobilisés autour d'un certain nombre de pratiques éducatives, entre guillemets, donc qui reprennent certaines mobilisations ou certaines stratégies, on va dire, de l'éducation thérapeutique. On fait des ateliers cuisine, des activités physiques, enfin bon, tout un tas de choses comme ça. Mais je veux dire qu'ils sont assez pour le moment épars. Donc on n'a pas mené ce travail. Et s'il y a évidemment des gens qui s'intéressent à ces questions-là, je pense que c'est une question essentielle de se mobiliser sur des recherches sur les mobilisations. Mais très souvent, mais c'était le cas aussi dans le monde du handicap, très souvent, ces mobilisations sont issues des interventions psychologiques hospitalières, c'est-à-dire des groupes de parole. Quand on a institué donc des groupes de parole, des groupes d'entraide, etc., à l'intérieur des hôpitaux qui sont gérés généralement par les psys ou par des médecins qui s'intéressent à ces questions. C'est à partir de ces groupes-là qu'il y a des constructions associatives, des groupes voilà. Mais pour le moment, je dirais qu'on n'a pas fait vraiment ce travail. Et aussi peut-être on ne l'a pas fait parce qu'il est tellement... il est évanescent. C'est-à-dire il y a des groupes qui se constituent puis qui se disloquent. Vous voyez, c'est quelque chose comme si ça n'arrivait pas à s'agréger. Mais voilà, donc ça n'est pas une résistance justement collective, pour revenir sur la question, qu'on observe en premier lieu aujourd'hui. C'est surtout une posture de la résistance, c'est une posture de la résistance qu'on pourrait dire de la résistance passive, au sens où tu le dis. Ouais. Patricia Meslem, présidente de l'association Stop Obésité Saint-Jean, donc concernée moi-même par l'obésité, il y a quelques années et puis un peu toujours. Je vous remercie vraiment pour votre exposé parce que c'était passionnant et j'ai tout compris. Je ne suis pas médecin. Donc, moi non plus, je ne suis pas médecin. Voilà, donc, ou étudiante, enfin voilà, en toute humilité. Vous avez dit à un moment donné comment on rentre dans l'obésité. Ça, c'est une question qui me concernait et qui résonne forcément. Et vous avez dit on lâche le projet normatif et comment s'en sortir. Alors, c'est vrai qu'il y a sûrement de ça, et donc toutes les réponses que vous avez données. Et moi, il y a vraiment une question, et c'est une vraie question. C'est quoi, puisqu'on parle de lâcher le normatif, et c'est quoi, et y a-t-il eu des études sur la norme du débordement, justement? C'est quoi la norme du débordement s'il y a quelque chose de normatif pour le reste? Voilà, c'était vraiment une question qui résonnait. Et cette question de vulnérabilité et de résistance,
vraiment, ça termine bien et ça résonne vraiment très fort pour quelqu'un qui a connu l'obésité. Très bien, merci pour votre intervention. Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à la question. Je suis même sûre que je ne pourrais pas répondre à la question. Donc, comme ça. Pardon ? De quoi ? La norme de débordement. Non, je dirais pas, je sais pas. Les concepts sont faits pour être inventés. On a des spécialistes ici de l'invention des concepts, donc faut pas se priver. C'est des outils pour penser, donc c'est pas. Hein ? Bernard est d'accord. Donc non, je sais pas. Je pense. Deleuze disait que la mission du philosophe, c'est d'inventer des concepts. Voilà. C'est référence à Deleuze. Deleuze disait que la mission des philosophes, c'était d'inventer des concepts. C'est la tâche principale. Voilà, donc je pense que vous pouvez peut-être oui, rentrer dans une posture philosophique à cet égard, puisque non, je crois que c'est ça qui, enfin, moi quand j'entends ça, norme de débordement par exemple, mais c'est pas du tout scientifique ce que je dis, j'ai pas réfléchi, je dis comme ça me fait penser à Alain Ehrenberg. Bon, je peux pas vous dire mieux. Alain Ehrenberg, c'est un drôle de collègue. Il a fait beaucoup de travaux sur tout un tas de choses, sur la culture de la performance, sur la société de la performance, sur les logiques, le culte de la performance. Je crois qu'il a fait un livre sur ça. Il a fait beaucoup de comparaisons aussi dernièrement sur les dynamiques justement des projets de société entre les États-Unis par exemple et l'Europe. Hein. Donc il s'est intéressé à ce qu'il en était de la mise en charge entre guillemets des individus dans les sociétés individualistes, et ce qu'il en était de la responsabilité individuelle assignée à chacun. Qu'est-ce que ça voulait dire que de porter une responsabilité au sens de la charge, parce qu'on parle beaucoup de ça aussi, hein, la question du fardeau. Hein. En Amérique du Nord, ils disent en anglais burden, bon, enfin, porter le fardeau. Bon, ça me fait penser à ça, la norme du débordement, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec finalement une sorte de figure de l'individu qui doit porter, en tant qu'individu autonome, etc., qui doit porter au-delà de ce qu'il peut porter, puis finalement, voilà. C'est pour ça que je disais que c'est une façon de cacher ce par quoi on est porté. C'est une façon de se faire croire à nous-mêmes, on pourrait dire comme ça, une façon de se faire croire à nous-mêmes qu'on doit tout porter nous-mêmes, qu'on porte tout. Alors qu'en fait, on ne peut penser ça que si on efface consciencieusement ce par quoi on est porté. C'est-à-dire toutes les forces sociales et les réseaux qui nous soutiennent. Donc il y a une sorte de... Voilà. Enfin, je ne peux rien dire de plus parce que je réfléchirai plus tard. Merci beaucoup, en tout cas. Oui, je voudrais poser la question de l'éducation. Pas seulement d'ailleurs, c'est l'endroit, mais aussi parce que en PMI, en France, on a une attention toute particulière donc à l'alimentation, bien sûr, également au rythme de vie, d'alimentation, de sommeil, etc. Et également, donc toujours en prévention primaire, bien sûr, on porte attention à la question des limites. Des limites dans la psychomotricité, etc. Enfin, dans l'éducation, c'est-à-dire il y a des choses, et donc un soutien aux parents dans cette éducation. Et actuellement, donc moi j'ai constaté que les puéricultrices, pratiquement toutes les puéricultrices, je pense que c'est une question de formation. Hein, je ne suis pas puéricultrice, donc je ne sais pas, mais bon.
elles associent beaucoup le problème de l'obésité avec le problème des limites. C'est-à-dire que, en général, quand elles décrivent une situation familiale où il n'y a pas de limite, c'est vrai que très rapidement, l'obésité est pointée comme une absence de limite et donc une absence d'éducation. Voilà. Donc, bon, on est dans la prévention primaire, donc c'est vrai que souvent l'obésité n'est pas là. Donc, mais c'était juste voilà, pour poser cette question, ce que vous en pensez. Je vous remercie pour cette question. Là encore, on a, comme pour la question précédente, évidemment plusieurs... une possibilité de penser ce concept de limite de manière très complexe. Parce que là, vous évoquez la question des limites dans le processus éducatif, des limites posées par les parents. Mais évidemment, du point de vue philosophique, mon collègue Bernard Andrieux serait très intéressé pour aller plus loin autour de ça. Tout à l'heure, il a parlé de notre nouveau président. Je parlerai de l'avant. Et vous vous souvenez enfin, vous vous souvenez peut-être pas, mais moi, ça m'avait pas mal intéressé. Et dans la campagne de M. Sarkozy, le slogan c'était « Ensemble, tout est possible ». Voyez ? Donc les limites parentales, c'est une chose, mais les limites en général, le rapport aux limites en général, c'est une question sociétale assez importante. C'est-à-dire, là, on revient un peu sur nos façons de nous voir nous-mêmes. C'est-à-dire comment cette société se regarde-t-elle elle-même, comment se définit-elle elle-même dans ses rapports à la limite, au sens large du terme. Et je dirais que oui, pour moi, c'est une piste de réflexion très importante, non pas au sens seulement de la psychologie individuelle, de la question des modes d'intervention éducative, du rapport à la loi, tout ça, mais d'une manière plus générale, sur la façon de penser, oui, les limites. Puis par rapport à l'obésité, sur les limites du corps, on peut dire qu'il y a matière à penser. C'est un concept, comme disait Gilles hier, la limite par rapport à la problématique de l'obésité, c'est un concept qui est bon à penser. Très bon à penser. Encore deux questions. Voilà, merci pour l'exposé, je vais aller très vite. Déjà, depuis Michel Foucault et peut-être son disciple François Bayard, nous avons un discours qui est au cœur du postcolonialisme. Je ne sais pas si tu es intéressé à la question, parce que Achille Mbembe, dans son ouvrage La post-colonie, revient sur la gouvernementalité du ventre. Et là, dans ce chapitre, il montre que les Africains, c'est manger, c'est boire. Bon, je ne sais pas si c'est l'idéologie, c'est la chose, mais c'est dans ce concept, il le dit. Et donc, je voudrais, la question, c'est quoi? Est-ce que finalement, il dit, et pour sortir justement de cette gouvernementalité du ventre, il faut radicaliser nos constitutions. Je voudrais savoir, est-ce que le discours sur l'obésité, est-ce que ce n'est pas finalement entériner le génocide capitaliste, pour parler comme Samir Amin? Est-ce que ce n'est pas une idéologie pour faire asseoir la logique néolibérale? Je vais à peu près. Oh là! Et Gilles a une idée pour répondre. Merci Gilles. Non, c'est pas du tout ça. Je vais poser ma propre remarque, ma propre question, et il me semble qu'elle fait sens avec ce que vient de dire monsieur, ce qui permettra peut-être de répondre aux deux à la fois, et on gagnera un petit peu de temps puisqu'on a commencé à prendre du temps. En fait, je voudrais un peu changer de focale, si vous le permettez, et faire comme mon collègue dans sa question précédemment, réélargir et prendre le grand angle. On a beaucoup pris, là, ces dernières questions, à juste titre, on a pris une focale individuelle, très proche. En même temps, ça paraît pandémie. Donc, il y a dans ta communication l'idée de quelque chose de globalisé. Bon. Or, précisément, quand on commence à comparer les choses, si on pense que c'est... Voilà, on peut commencer à regarder les différentes sociétés, différentes cultures, et on remarque là quelque chose, à mon sens, qui est très important dans cette réflexion. C'est qu'en fonction de certaines sociétés, par exemple, si on prend justement cette norme via l'OMS, de cet indice corporel, là, on voit qu'on a des populations qui seraient, selon ces normes-là, à 90% obèses.
Vaste rigolade. Vaste rigolade. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire, hein, comme en Micronésie, par exemple, 90% de la population serait obèse. Attendez, eux, ils sont normaux. Ils ont toujours été comme ça. D'accord ? Bon, autrement dit, on a construit, d'accord, au niveau comment dire, il y a une transformation de la métrique des corps globalisée, hein, au regard des transformations de la santé publique internationale, hein, via un certain nombre, via l'équipe humanitaire, via un certain nombre de relais, en quelque sorte, via l'OMS, etc., etc. Et on impose, précisément, là j'en viens à ce que dit monsieur, on impose donc des nouvelles normes à des populations qui n'en ont rien à voir. Puis je terminerai par un dernier exemple. C'était hier midi, on était à table. On était à table avec nos amis africains et on parlait effectivement, on a évoqué effectivement le surpoids. Et on a évoqué le surpoids aussi, comme dans certaines populations, le fait d'être en surpoids, il est bon, je veux dire, quand on est. C'est des signes de réussite. C'est pas des signes d'obésité, c'est des signes simplement de réussite, quoi. Et ceux qui sont maigres, ben, ils sont pauvres. Bon, d'accord ? Donc au regard là aussi de cette norme, de cette nouvelle norme mondialisée, enfin, on voit qu'on marche par moments sur la tête, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah, c'est-à-dire, vérité en salut Pyrénées, disait Pascal, erreur au-delà. Il me semble que sur cette question d'obésité aujourd'hui, il y aura peut-être des choses à creuser de ce côté-là. Voilà. Ouais. Voilà. Oui, merci. Je vais dire juste un mot parce qu'on n'a pas le temps. En plus, je ne sais pas quoi dire, donc ça tombe bien. Non, je veux dire que hier, j'ai assisté à plusieurs interventions, et donc, dont une d'un collègue, je ne sais pas s'il est là, à propos du grossissement, c'est-à-dire des techniques de grossissement, de la volonté de grossir ou de se faire grossir certaines parties du corps dans une problématique donc esthétique, avec des enjeux donc, de positionnement social, on va dire. Et je suis tout à fait d'accord avec la question que vous évoquez, c'est-à-dire qu'en fait, l'OMS, en tant qu'instance internationale, par définition, on peut dire, produit des normes qui sont d'abord généralement un peu centrées sur ses propres questionnements, et ensuite qui sont toujours l'objet le résultat d'une sorte de consensus dans lequel les dominants participent de façon majoritaire évidemment à l'infléchissement en fait de la norme. Mais je ne serais pas tout à fait forcément d'accord par contre avec le fait qu'en Micronésie ils ont toujours été comme ça. Parce qu'il y a des processus de transition alimentaire qui ont été très bien démontrés dans tout un tas de zones géographiques dans lesquelles la mondialisation des circuits alimentaires, le développement donc, de l'industrie agroalimentaire et son implantation, on va dire, dans tout un tas de territoires très jusque-là autonomes du point de vue alimentaire, on pourrait dire, a produit ses effets aussi. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que c'est ça qui est aussi toujours assez compliqué dans cette affaire, c'est que à la fois on pourrait dire qu'il y a une imposition normative, comme si on voulait ou si on construisait des assignations à des catégories de malades, à des groupes qui eux ne se considèrent pas du tout comme tels et puis au contraire valorisent une certaine corporéité, ça c'est sûr. Et donc ça peut être évidemment particulièrement mis en avant justement dans le cadre des migrations internationales, parce que les gens circulent, et donc il y a des gens qui ont ces cultures corporelles-là, qui circulent aussi dans le monde entier, donc il y a un retour, on pourrait dire d'une certaine manière. Mais il y a également une transformation, une effective transformation des situations donc, corporelles dans des populations éloignés, on va dire, qui, il y a 30 ans, n'avaient pas ce genre de difficultés en termes de gestion, on va dire, du poids. Hein. Je pense on a beaucoup travaillé en Guadeloupe avec Sylvain, Sébastien Ruffier, etc., les collègues qui sont en Guadeloupe, et Eric qui était aussi. Bon, en Guadeloupe, il y a des problèmes particuliers autour de la question de l'obésité qui se posent. En Polynésie, n'en parlant pas, en Micronésie. Bon. Donc, en même temps, on peut dire que le modèle normatif est abusif, au sens où on doit évidemment se questionner sur cette façon de définir le beau. Hein. Et en même temps,
bon, on doit s'interroger sur ce que ça veut dire que la croissance, le processus de croissance, de diffusion, de mondialisation, non seulement des normes, mais aussi des modes de vie, des modes d'alimentation, et sous des enjeux économiques. Parce que il y a aussi beaucoup de travaux sur, évidemment, les enjeux économiques de cette épidémie d'obésité. J'en ai pas parlé là, parce que c'est tellement incroyable, mais je ne pouvais pas en parler, mais il y a des enjeux économiques autour du développement de l'obésité qui sont très importants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui défendent des thèses dans lesquelles ils soutiennent le fait qu'il y a un enjeu pour créer au niveau international à la fois un marché de la consommation de produits alimentaires, industriels évidemment, et à la fois de maintenir en parallèle, au plus haut degré possible, un marché de la minceur. Donc il y a un double marché qui est en jeu, ces anthropologues, anthropologie de l'économie qui travaillent sur ça. Donc tout ça c'est bien entremêlé, c'est extrêmement complexe. Je pense que je n'ai pas répondu à la question parce que je vois la tête de Gilles et je pense que je n'ai pas répondu du tout à la question, mais je vais m'arrêter sur ça. Merci Anne, on peut poursuivre les échanges autour d'un petit café avant d'attaquer les ateliers. Merci beaucoup Anne. Merci.